Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live Fed du 14 décembre 2016. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste chez CMC Markets pour vous servir. Content de vous retrouver donc pour ce dernier événement de l'année. Nous avons suivi ces dernières semaines le référendum italien, nous avons suivi la BCE, nous avons suivi les NFP, et voilà donc le dernier rendez-vous de l'année avant d'entamer peut-être une période plus calme, des périodes des fêtes, avec une baisse des volumes et une baisse progressive de la volatilité. N'oubliez pas tout de même que demain nous avons rendez-vous avec Donald Trump et également vendredi nous avons les 4 sorcières, c'est-à-dire les échéances mensuelles et trimestrielles sur les marchés actions, indices et options. Donc ce soir on devrait assister à de la volatilité, demain également puisqu'on aura pléthore de statistiques, vendredi les 4 sorcières on devrait aussi avoir des mouvements de marché. Les opérateurs d'ici la fin de la semaine devraient moduler leur exposition au marché car pour certains, la fin de cette semaine, eh bien, c'est tout simplement la fin de l'année. Si on fait une émission ce soir, c'est pour pouvoir ensemble constater les décalages éventuels de marché engendrés par la très possible hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. Janet Yellen nous avait promis des hausses de taux, elle va en faire une cette année, comme elle l'avait fait en 2015. C'est la deuxième hausse de taux en 12 mois, mais c'est aussi la deuxième hausse de taux en 10 ans, puisque la dernière fois que la Fed avait monté ses taux, c'était en 2006. Donc voilà, on est parti pour cette présentation. Introduction terminée. Voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez poser des questions avec les outils de chat et de questions-réponses en haut de votre écran. Dans cette émission, on va voir ensemble donc que la Fed est enfin prête à monter les taux d'intérêt. La Fed tente de retrouver de la marge de manœuvre sur les taux. Quelle rhétorique est attendue de la part de la Réserve fédérale américaine? Puis on passera en revue des actifs impactés en live. Et bien évidemment, je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors, quid des taux de la Fed? Vous avez ici un tableau qui est l'anticipation de la cible des taux, les fameux Fed Funds Rate. Vous pouvez voir que la probabilité de hausse de taux est de 100% pour le mois de décembre. La probabilité d'une hausse de taux de 0,5 points de base, ici, est même de 4%, tellement le consensus est haussier sur cette hausse de taux, mais aussi probablement d'autres hausses de taux. Pour l'instant, le marché price, c'est-à-dire qu'il anticipe 2 hausses de taux en 2017. Les taux pourraient donc faire l'objet d'une seule modification en 2016, comme ce qui avait été le cas en 2015. En décembre dernier, la Fed nous avait dit qu'elle attendait que les fondamentaux soient bons pour pouvoir monter les taux. Elle l'avait fait en décembre dernier. Cette année, dès le début de l'année 2016, eh bien, la Fed avait été très agressive. On nous parlait de 3 ou 4 hausses de taux dans l'année. Et puis, on a dû attendre que progressivement, l'inflation, les chiffres économiques deviennent un petit peu meilleurs. Ça a été le cas. Le taux de chômage est très bas, les ventes au détail, l'inflation, la confiance du consommateur, tous ces chiffres-là aux États-Unis sont remontés ces derniers mois. C'est ce qui fondamentalement valide le mouvement haussier que l'on est en train de vivre sur les indices boursiers, même si dans ce cas précis, c'est quand même un mouvement particulièrement historique, voire euphorique. Ça c'est un tableau, c'est un graphique Bloomberg très important où vous voyez ici sur les 30 dernières années l'évolution du taux de chômage américain et l'évolution des taux de la Fed. Ce que vous pouvez noter, c'est les périodes ici en rouge qui sont les périodes de récession. Donc, généralement, le taux de chômage remonte, c'est synonyme d'une récession, et la Fed baisse alors les taux pour se donner une marge de manœuvre, pour pouvoir soutenir une éventuelle reprise. Puis, par la suite, on a le taux de chômage qui rebaisse, et donc on a la Fed qui, à ce moment-là, remonte les taux. Puis ainsi de suite, on est à la fin d'un cycle économique, le chômage remonte, on rentre en récession, la Fed baisse de nouveau les taux, et de nouveau, quand le chômage baisse, la Fed remonte les taux.
Ce que vous pouvez remarquer, ce qui est très spécial en fait cette année, c'est que, enfin sur cette période de 10 ans, c'est qu'on est entré en récession en 2008, le chômage a explosé aux États-Unis, on a baissé les taux, mais cette fois on les a baissés à zéro, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire des taux d'intérêt. On a même vu en 2016 des taux d'intérêt négatifs. Ce n'était pas une première, mais on va dire que des taux d'intérêt négatifs dans plusieurs zones du monde, c'était quand même une première historique. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que lorsque les chiffres du chômage sont redescendus progressivement ces dernières années, la Fed n'a pas remonté ses taux. En fait, la Fed aurait dû potentiellement commencer à remonter ses taux à partir de 2013. Mais il fallait que les marchés convalescents après la crise de 2008 puissent se reprendre, il fallait du soutien, de la liquidité, il fallait que la Fed soit accommodante, c'est la raison pour laquelle elle a laissé le prix de l'argent proche de zéro. Et enfin, alors que le taux de chômage passe sous les 5%, on est en train progressivement de remonter les taux d'intérêt. Vous comprenez bien que même si la Fed remontait les taux une deuxième fois, donc en 2 ans cette année, et si elle les montait l'année prochaine, il faudrait quand même que le rythme de progression soit assez rapide pour pouvoir atteindre peut-être 1,5, 2, 3. Alors bien sûr, je n'y crois pas forcément puisque je ne pense pas que les fondamentaux s'en suivent, mais ce que je veux dire, c'est que la Fed va essayer de remonter ses taux d'intérêt pour en fait se donner de la marge de manœuvre en cas de crise financière, en cas de nouvelle récession. Sans vouloir être baissier, ce qui n'est pas mon cas techniquement sur les marchés, c'est haussier, c'est aussi haussier fondamentalement, vous remarquerez quand même que tous les 8 à 10 ans, on a une crise financière, une crise des marchés, une récession qui se met en place, et là, ça fait 8 ans que ce n'est pas arrivé. Donc voilà, on est dans la fin d'un cycle de reprise économique aux États-Unis, la Fed remonte ses taux et elle se donne en fait un peu de marge de manœuvre, car à la prochaine crise, au prochain choc de marché, eh bien la Fed pourrait de nouveau avoir à baisser ses taux, à mettre l'argent à un prix bas pour pouvoir être accommodante et pour pouvoir soutenir justement les marchés financiers. L'économie américaine est en bonne santé, en tous les cas c'est la rhétorique qui devrait être attendue de la part de la Fed. Les créations d'emplois sont ressorties à 178 000, supérieures aux attentes de 175 000. Le PIB américain du troisième trimestre est ressorti en hausse de 3,2% contre un consensus à 2,9%. La confiance des consommateurs est à 107 points, au plus haut depuis 2007. Donc ça veut dire que au niveau du taux de chômage, au niveau de la confiance des consommateurs, on revient sur des fondamentaux qui ressemblent à ceux que l'on avait en 2007, avant la crise économique de 2008. Ces chiffres économiques récents sont plutôt bons, mais attention tout de même, l'inflation doit confirmer sa remontée, et pour l'instant, puisque le pétrole est sur de nouveaux plus hauts annuels, le WTI est dans la zone des 52 $, eh bien, cela devrait par effet de base, étant donné qu'il est remonté ces dernières semaines, eh bien, ça devrait générer de l'inflation dans les mois à venir. Mais il faudra vraiment que cette inflation soit une inflation core et pas une inflation simplement sur le prix de l'énergie. Donc, il faut confirmer au niveau de l'inflation. Attention également, la moyenne des créations d'emplois baisse depuis avril 2015, c'est-à-dire que graduellement, on est passé de 230 000 à 210 000, à 190 000, à 170 000 créations d'emplois tous les mois. Alors certes, le taux de chômage est bas, le nombre de créations d'emplois reste important, mais tout de même, le nombre de créations d'emplois est graduellement en baisse depuis 1 an. Autrement dit, les statistiques de début d'année seront capitales pour la suite. On va voir ce que Janet Yellen nous dit ce soir, mais en tous les cas, une chose est pratiquement certaine, il faudra en début d'année que les chiffres d'inflation, de consommation, du PIB du T4, il faudra que tous ces chiffres-là soient bons pour corroborer le scénario que jouent les marchés actuellement. Le scénario que jouent actuellement les marchés financiers depuis l'élection de Donald Trump, c'est que l'inflation est de retour un peu en Europe, elle est aussi un peu de retour en Chine, elle est clairement en hausse aux États-Unis. Il y a un retour quand même de bons chiffres économiques, de croissance, de confiance des consommateurs. Donc pour l'instant, les marchés jouent le fait que on va avoir une année 2007 de regain haussier sur les fondamentaux et c'est ça qui a entraîné en fait un réalignement des marchés.
Juste avant l'élection de Donald Trump, les marchés priçaient une fin d'année mitigée, ils se posaient des questions concernant les taux et on attendait de voir si l'inflation remontait, si les chiffres étaient bons, etc. Et ça avait déjà un peu commencé avant l'élection et ça s'est confirmé après l'élection. Les chiffres n'ont fait que s'améliorer. Pour l'instant, les marchés en fait sont passés d'un scénario de récession des résultats américains pendant 7 trimestres d'affilée et de ralentissement économique à un scénario de baisse des impôts aux États-Unis. Ça donne du pouvoir d'achat au peuple. La croissance américaine, rappelez-vous quand même, c'est les 2/3, c'est la croissance, c'est la consommation interne. Donc qui dit baisse des impôts, pouvoir d'achat aux consommateurs, dit potentielle croissance. Et puis parallèlement à ça, Donald Trump souhaite lancer des grands travaux, rénover les infrastructures, et ça pourrait donc doper les chiffres de croissance. Donc c'est ce scénario-là que jouent actuellement les marchés. Et la Fed essaye d'accompagner ce scénario-là en remontant progressivement ses taux. Alors en théorie, ce soir, un ton confiant sur les fondamentaux plaiderait pour un soutien du dollar. Les opérateurs étant préparés, la hausse de taux ne devrait pas déstabiliser les indices. Une hausse de taux surprise de 0,5 points entraînerait une volatilité extrême, car en fait, les marchés n'aiment pas être surpris par une banque centrale. Donc si la banque centrale fait plus que ce que le marché attendait, ça pourrait engendrer un certain stress. Attention au piège, la réaction première aux chiffres peut s'inverser rapidement et c'est même quelque chose qu'on constate habituellement, que ce soit lors des discours de Mario Draghi, lors des chiffres mensuels de l'emploi américain. On voit souvent un petit pic haussier avant de la baisse ou un petit pic baissier avant de la hausse. Donc on ne doit pas suragir. D'ailleurs, le but de cette émission, c'est de parler avec vous des fondamentaux, de l'inflation, des chiffres économiques et non pas de faire du trading en live alors que les marchés, je pense, seront un peu volatiles et donc un peu dangereux. Et puis attention au piège également, trop d'optimisme pourrait faire pression sur les indices car une hausse de taux est en théorie un soutien pour l'obligataire et donc un poids sur le marché action. Alors en gros, pour vous résumer la situation, c'est très simple. Ce soir, c'est une histoire de rhétorique. Si la Fed nous dit on monte les taux parce qu'on devait le faire, parce qu'on a dit qu'on allait le faire et on botte en touche, on verra ce qui se passe début d'année 2017 en fonction des fondamentaux, là peut-être que les opérateurs pourraient prendre des bénéfices sur le dollar, même s'il y a une hausse de taux. Si par contre la Fed nous dit on les monte cette fois-ci, et étant donné les fondamentaux économiques et les perspectives de 2017, on s'attend à les monter 2, 3, voire 4 fois en 2017. Là, clairement, le dollar pourrait en profiter et pourrait fortement s'apprécier, voire dépasser ses plus hauts récents. Sur les indices, c'est un petit peu plus complexe, parce que il y a encore 3 mois, si Janet Yellen nous avait dit « je monte les taux, mais on verra plus tard, je ne les monte pas plus pour le moment », nous préférons rester accommodants, ça aurait pu être un soutien aux indices boursiers. C'est d'ailleurs même comme ça que ça a fonctionné pratiquement toute l'année 2016. Et ce qu'il se passe là, c'est un peu différent. C'est que on s'attend à ce que quand même la Fed soit positive sur la suite. Alors si la Fed nous dit on va monter les taux plusieurs fois, tout va bien se passer en 2017, je ne sais absolument pas, et c'est pour ça que je préfère être totalement franc avec vous, et c'est pour ça qu'on est aussi là ce soir pour le voir ensemble, de pouvoir noter tout cela. Il est 20h, les taux sont montés, on passe sur la plateforme de CMC Markets, et qu'est-ce qu'on voit d'un coup d'œil? Les indices ne bougent pas, le dollar monte, l'euro-dollar baisse, et l'or baisse. Donc pour l'instant, on a une réaction de marché tout à fait légitime. Les taux sont montés, ça fait monter le dollar. Voilà. Alors, que vous sachiez ce qu'on regarde ici, ce ne sont que des graphiques en données 4 heures. En haut à gauche, vous avez le SP500. Au milieu, ici, vous avez le CAC. À droite, ici, vous avez l'US Dollar Index. En bas à gauche, ici, vous avez le pétrole qui consolide depuis son gap haussier de lundi. Ici, vous avez l'euro-dollar qui est dans un range, qui a tenté de s'en extraire avant la BCE, puis qui est rapidement redescendu à proximité de ses plus bas annuels. Et là, vous avez l'or qui est dans un très beau canal baissier depuis plusieurs semaines, canal baissier qui accompagne les cours.
Alors, je lis des commentaires en même temps. Je lis les questions. Donc ça, les taux sont montés, c'est pas une nouveauté. 3 hausses de taux potentielles pour 2017. Alors, il faut faire attention, vous voyez, parce que là, la Fed y va un peu all-in. C'est-à-dire que elle nous dit qu'elle monte les taux et en plus, elle nous dit qu'elle pourrait monter les taux 3 fois en 2017. Moi, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé en 2015 et 16. En fait, surtout en 2016, au début de l'année, eh bien, on nous a dit que la Fed allait monter ses taux plusieurs fois. Et au fur et à mesure de l'année, ça ne s'est pas fait. Vous voyez ? Donc là, en nous disant que la Fed va monter ses taux 3 fois en 2017, la Fed, en fait, ne peut que décevoir si elle ne le fait pas. Par rapport aux réactions de marché, j'attire votre attention sur le fait que le dollar est monté sur l'annonce de cette hausse de taux. Il est renforcé par le fait qu'on nous parle de 3 hausses de taux en 2017. Mais le marché n'a pas l'air non plus extrêmement convaincu. Vous voyez, l'euro-dollar, il est passé de résistance à zone de support, il réagit. Vous voyez, l'or, on a testé les plus bas et on réagit. Donc il se pourrait, si vous voulez, que les marchés aient complètement pricé cette hausse de taux et qu'en fait, le dollar soit monté sur l'effet d'annonce et qu'ensuite, il soit victime de prise de bénéfices. En fait, je ne serais absolument pas étonné de voir l'euro-dollar tenir et de voir l'or tenter de s'extraire de son canal baissier, parce qu'à court terme, la Fed nous a tout dit. Elle nous a dit je monte les taux et je vais les monter plusieurs fois, et malgré tout, le dollar ne s'envole pas. Donc je ne serais pas étonné d'une latéralisation du dollar, voire d'une consolidation qui permettrait à l'or et à l'euro de peut-être tenter de se reprendre. Concernant les indices boursiers, la Fed nous dit, en anticipant 3 hausses de taux en 2017, qu'elle est en fait branchée sur le scénario économique anticipé actuellement par les marchés. Les marchés partent du principe que Donald Trump va prendre ses fonctions le 20 janvier prochain, qu'il va relancer la croissance et l'inflation. C'est pour cela que les marchés, donc actions, indices, sont remontés aussi haut, aussi vite, aussi fort. La Fed, en fait, en nous disant qu'elle est prête potentiellement à monter les taux 3 fois en 2017, nous explique qu'elle croit au scénario que les marchés sont en train de jouer actuellement. Et parce que la Fed croit à ce scénario économique de reprise, de relance, eh bien c'est pour cela que les indices boursiers tiennent bien, voire même remontent en direction de leur plus haut récent. Alors après, il y a une notion aussi de nécessité de respiration. Le Dow Jones monte depuis 6 semaines consécutives. Le S&P 500 a gagné 10% depuis l'élection de Donald Trump. Le CAC 40 a gagné 12% depuis son plus bas le jour où il a ouvert à 4300 points suite à l'élection de Donald Trump. Donc il ne faut pas non plus oublier de laisser le temps au temps et de ne pas vouloir aller trop vite en besogne. Voilà. Le CAC 40, en remontant dans la zone des 4800-4810, se retrouve de nouveau sous résistance, les plus hauts de la semaine. Le S&P reste stable, toujours en tendance haussière, mais ce n'est pas pour autant qu'il va forcément s'envoler. En plus, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quand même Donald Trump et les 4 sorcières jeudi et vendredi, et ça, c'est clair que cela devrait engendrer de la volatilité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette belle histoire que je vous raconte depuis tout à l'heure ? En même temps, je continue de lire des commentaires. Donc là, les Fed Funds price complètement une hausse de taux dès août et décembre 2017. Donc je ne vois pas comment les taux pourraient surprendre à la hausse puisqu'on anticipe déjà de nombreuses hausses de taux. Donc là, attention, les indices sont revenus sur leur plus haut et ça ne passe pas. Donc on pourrait assister à une consolidation. Les plus bas de la semaine sur le CAC 40, ce sont les 4740, 4750 points. C'est les plus bas de lundi et de mardi. Les plus bas du S&P 500 sont à 2250, 52 points. Donc si vous voulez que le CAC 40 échoue sous 4008 et revienne vers 4750, que le S&P peut-être casse les 2265 et revienne tester les 2250,
Ce serait en fait respirer, revenir sur les plus bas de la semaine pour potentiellement rebondir sur support. Là, à court terme, le S&P teste ses plus hauts, le CAC a testé ses plus hauts de la semaine, mais peut-être que les indices boursiers manquent un peu de jus pour pouvoir aller plus haut. Concernant le dollar index, pour l'instant ça tire. Il faut dire que, quand même, les Américains montent les taux et nous parlent de plusieurs hausses de taux en 2017. Donc ça, c'est le graphique du dollar index sur les 3 mois qui viennent de passer. Vous voyez, on est sorti de l'été, au mois de septembre, on était stable. Puis à partir du moment où les chiffres économiques américains et l'inflation sont remontés, on a des spéculations haussières qui se sont faites sur le dollar. Puis on a consolidé avant les élections. Le jour de l'élection de Donald Trump, on a une réaction baissière sur le dollar et les indices. Mais très rapidement, les investisseurs ont joué un scénario tout autre. On est parti à la hausse sur le dollar. On a atteint les 102 points sur le dollar index et ça correspondait fin novembre aux 100% d'anticipation de hausse de taux. Donc par la suite, depuis 2 semaines, en fait, on assiste à une latéralisation des cours du dollar en attendant cette fameuse hausse de taux de ce soir. Ce soir, la Fed a monté les taux, ça a donné un petit coup de fouet au dollar, mais surtout, ce qui lui permet d'être soutenu, c'est que la Fed nous parle désormais de 3 hausses de taux en 2017. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de voir si, dans les séances à venir, on va réussir à casser les 102 points sur le dollar index, afin de sortir du range actuel, afin de casser la tendance par le haut, et de relancer la dynamique haussière en place depuis ces 3 derniers mois. Si par contre, ce soir ou demain, on échoue sous les plus hauts des dernières séances, eh bien c'est que le scénario d'un range pourrait prendre tout son sens. Et par contre, ce serait particulier parce que vous voyez, la Fed ne peut désormais que décevoir sur une possible hausse de taux en 2017. Ou 2 hausses de taux, ou 3 hausses de taux. La Fed nous a dit maintenant, le dollar est haussier, on monte les taux ce soir et on va peut-être encore les monter par la suite. Et malgré tout, le dollar ne casse pas ses plus hauts récents. On voit quand même mal la Fed monter 4 ou 5 fois les taux l'année prochaine. Donc, ma question est la suivante. Si le dollar ne casse pas ses plus hauts récents alors que la Fed vient de monter les taux et anticipe 3 hausses de taux en 2017, n'est-on pas en fait sur une zone de résistance majeure qui est une résistance technique mais également une résistance fondamentale? Et en fait, les marchés pourraient attendre plus de confirmation de la macroéconomie au début de l'année 2017 avant d'éventuellement casser ses plus hauts et monter. En attendant, si on n'accélère pas dans les heures et séances à venir pour casser cette zone de prix, on pourrait latéraliser, voire même consolider. Bon, le dollar reste quand même extrêmement fort. On y monte graduellement. Là, quand on regarde en données 15 minutes ou en données horaires, bon, on se rend bien compte qu'il y a un choc haussier sur le dollar. C'était ce qu'il était plausible d'attendre parce qu'on nous a parlé de 3 hausses de taux. Donc voyons maintenant si les marchés tiennent. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, Pascal nous dit, le dollar fort ne risque-t-il pas de déstabiliser la dette chinoise en dollars? Alors Pascal, ça marche aussi avec la dette américaine. En fait, plus les taux vont monter, plus le coût de la dette va être fort et plus les États-Unis vont être dans une situation critique. Car les États-Unis ont une dette stratosphérique, plus les taux montent, plus le coût de l'argent est fort. Donc si vous voulez, pour l'instant, on monte les taux, le dollar monte, on s'attend à une reprise économique début 2017, enfin une accélération de la reprise économique. Mais il faudra vraiment que cela se valide. Et si ça se valide et que les taux montent graduellement, au bout d'un moment, ça commencera à poser problème parce que Donald Trump l'a déjà dit, il n'aime pas que le dollar soit fort. Il veut pouvoir privilégier ses exportateurs et qui dit dollar fort dit coût de la dette fort également. Donc pour l'instant, les marchés jouent la hausse macroéconomique et jouent la hausse du dollar, mais il pourrait arriver un moment où cette hausse du dollar pourrait pénaliser l'économie américaine. Donc pour l'instant, on a des indices qui restent complètement haussiers, qui font des plus bas de plus en plus haut progressivement. Tant qu'on ne casse aucun support, les acheteurs gardent la main. Parce que le dollar monte fort, le pétrole est un peu sous pression et revient ainsi combler son gap de début de semaine, ce qui n'est pas mauvais pour la suite. Concernant le dollar, vous pouvez quand même voir que les opérateurs sont clairement en train de l'acheter.
et on remonte graduellement vers les plus hauts de la semaine et des semaines précédentes. Il est clair que si cette zone des 101,80, 102 points sur le dollar index devait céder, eh bien la dynamique haussière du dollar serait relancée, l'USD Yen pourrait accélérer au-dessus des 116 et l'euro-dollar pourrait casser à terme les 1,0520 ses plus bas annuels. S'il cassait les 1,0520 ses plus bas annuels, il pourrait aller chercher les plus bas de 2015 à 1,0450. Et sous les 1,0450, vous n'êtes pas sans le savoir, il n'y a plus grand chose avant la parité. Alors elle dit quel impact sur les bancaires? Généralement, le fait que les taux remontent permettent aux banques d'augmenter leurs marges, donc les taux qui montent, c'est une bonne chose pour les bancaires. Patrick nous dit, je suis short sur l'or jusque 1153. Bah écoutez, on vient de toucher 1150, donc vous avez dû encaisser un gain, bravo à vous. Brigitte nous dit, que va-t-il se passer sur l'or? J'ai lu plusieurs fois votre exposé sur l'or. Ben, mon exposé sur l'or est très simple. Brigitte, il dit que tant que l'or est dans une tendance baissière, dans un canal baissier, les vendeurs ont la main. Et il dit également que si et seulement si on arrive à sortir de ce canal, c'est qu'un regain d'intérêt sur l'or pourrait se manifester. Il faut bien comprendre que l'or pâtit de tout en ce moment. L'or pâtit de la hausse des taux, l'or pâtit de la hausse de l'inflation, l'or pâtit de la hausse des marchés, l'or pâtit de la hausse du dollar. Donc il n'y a rien de positif en ce moment pour l'or. Et c'est ça qui fait qu'on est en train de redescendre progressivement ces dernières semaines. Pour que l'or puisse remonter, il faudrait un choc de marché, il faudrait que le dollar rebaisse, il faudrait une baisse des indices, une baisse des perspectives d'inflation. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors Simon nous dit, si nous attendons que Trump lance officiellement ses promesses, donc baisse d'impôts et qui relâche plus d'argent dans le système, est-ce que la Fed pourrait intervenir dans sa politique avec une hausse plus abrupte? Oui, la Fed, à un moment donné, si elle sent qu'elle est en retard, pourrait remonter les taux de 0,5 points de base d'un coup, d'un seul. Voilà, c'est une possibilité. Daniel nous dit, envolée du DAX puis il se dégonfle. Oui, comme vous pouvez le constater, le CAC 40 est venu tester ses plus hauts récents, le S&P est venu tester ses plus hauts récents, mais les opérateurs en profitent pour prendre des bénéfices. N'oublions pas que le S&P, le Dow Jones monte depuis 5-6 semaines consécutives, qu'on a enchaîné des records de records, qu'on était suracheté sur le Dow Jones notamment dans des proportions historiques. Donc il est légitime à un moment donné, si vous voulez, que les opérateurs prennent un peu des bénéfices. Alors Geoffroy nous pose une question très intéressante. Pourrais-tu m'éclairer? Je ne comprends pas un point. J'entends depuis quelque temps dire que les volumes ne sont pas trop représentés dans cette hausse, que les gros ne sont pas là, mais en même temps, la plupart de ceux qui sont d'habitude sur le marché obligataire se dirigent plutôt sur les actions et les indices. Alors, si vous entendez dire que les marchés actions montent sans volume et que cela veut dire que la hausse n'est pas saine et qu'elle pourrait retomber d'un coup, c'est tout simplement faux. Historiquement parlant, prenez vos graphiques de moyen-long terme, regardez les volumes, et vous verrez que les volumes sur par exemple les 7 dernières années, les volumes sont forts dans des périodes de baisse, parce que dans une période de baisse, de choc de marché, on a tous ceux qui sortent, et puis on a tous ceux qui se mettent en face, qui essayent de tenir le marché, qui essayent de lui permettre de relancer, et donc on a une bataille très puissante qui se met en place. Et c'est dans les creux de marché que les volumes sont les plus forts, et ensuite les volumes dégressivement accompagnent la hausse. Et en fait, les marchés, historiquement, montent dans des volumes moindres que quand ils baissent. Et si vous avez un minimum de bouteilles, ou ne serait-ce qu'un minimum, un côté analytique, et que vous regardez ce que je viens de vous dire sur un indice comme le S&P 500 sur les derniers mois, les derniers trimestres, vous verrez que les marchés montent dans des volumes faibles et baissent dans des volumes forts. Et ça ne veut absolument pas dire
que la hausse n'est pas valide. Voilà, Geoffroy, pour votre question très claire. Olivier nous dit, Nicolas, la hausse du dollar peut-elle également impacter les matières premières agricoles ? Alors oui, bien sûr, les matières premières agricoles comme les matières premières en général, les métaux, l'énergie, tous ces actifs-là sont dénominés en dollars. Donc bien sûr, quand vous avez un dollar qui grimpe, eh bien ça pèse indirectement sur les prix qui sont cotés en dollars. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Oui, si en ce moment, en fait, le dollar monte, c'est parce qu'on anticipe des hausses de taux. Si on anticipe des hausses de taux, c'est parce qu'on anticipe de la croissance et de l'inflation. Or, quand on anticipe de l'inflation, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous avez des personnes qui se mettent à l'achat sur les métaux. On a vu le zinc, on a vu aussi le charbon, on a vu aussi le pétrole remonter ces derniers temps. Donc, si vous voulez, la hausse du dollar qui pénalise les actifs dénominés en dollars peut être complètement contrebalancée par le courant acheteur de moyen terme qui est dopé, lui, par les perspectives de croissance et d'inflation. Donc, même si vous avez un dollar qui monte et que vous avez un blé qui cote en dollars qui est sous pression à cause de cela, si le dollar monte parce qu'on anticipe croissance et inflation et donc hausse des prix des matières premières, eh bien, la hausse du dollar est complètement annihilée par le courant acheteur de moyen terme qui se met en place sur les matières premières. Alors vous noterez que sur le dollar index, on bute pour l'instant sous les 101,80. Alors le dollar index vient de prendre 100 points en ligne droite, donc ne lui en demandons pas trop. Mais vous voyez que pour l'instant, on ne casse pas encore les plus hauts. C'est pour ça qu'on a l'euro qui tente de réagir à proximité de ses plus bas et puis l'or qui tente de s'accrocher aux 1150 $. Si ce soir, ou demain, ou d'ici la fin de la semaine, le dollar casse les plus hauts, il ne serait donc pas du tout inenvisageable, ce serait même normal, de voir l'euro-dollar casser les 1,0520 et accélérer à la baisse et de voir l'or accélérer sous les 1150. Par contre, si les marchés ont déjà pricé les 3 hausses de taux et qu'ils ne font pas grimper le dollar plus que cela, ça voudrait dire au final que les opérateurs pourraient vendre la nouvelle un petit peu sur le dollar et prendre des bénéfices qui pourraient permettre à l'euro, à l'or et à d'autres actifs dénominés en dollars de se reprendre. Donc, comprenez bien que c'est quitte ou double sur la zone actuelle de prix, que ce soit ce soir ou d'ici la fin de la semaine. Si on passe les 102, ça décuple le mouvement haussier sur le dollar et tous les actifs dénominés en dollars en souffriront. Si au contraire le dollar repartait à la baisse et n'arrivait pas à passer ses plus hauts malgré une anticipation de 3 hausses de taux pour 2017, eh bien, la question se poserait de savoir si on n'est pas sur un point haut de court terme. Je ne parle pas d'un point haut de moyen ou de long terme pour l'instant. Mais vous voyez, pour moi, les marchés ont énormément anticipé l'année prochaine. Ils ont énormément anticipé un redressement de l'économie, un chômage très bas, de l'inflation, de la croissance. Et pour moi, fondamentalement parlant, il y a beaucoup plus de chances aujourd'hui que les marchés soient déçus par les chiffres économiques de 2017 plutôt qu'ils soient agréablement surpris. Moi, toute cette anticipation de relance de la croissance américaine, de l'inflation et d'un cycle haussier pour les 2 ans à venir, j'ai plutôt l'impression que c'est un scénario de poudre aux yeux, un scénario comme dans Alice et Pays des Merveilles où tout se passe bien et tout est beau. Les marchés sont montés là-dessus, le dollar est monté là-dessus, mais maintenant il va falloir valider cette reprise et cette remontée de l'inflation, des chiffres économiques, de la croissance, etc. Parce que les marchés ont énormément anticipé, et donc toute déception pourrait potentiellement très vite refaire descendre les indices ou le dollar. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de baisse des indices ou de baisse du dollar ces dernières semaines ? Tout simplement parce que tout le monde joue la baisse, enfin énormément de gens jouent la baisse des indices, parce que globalement, historiquement, les particuliers sont plutôt contrariens et se mettent en face des mouvements de marché. Donc, afin d'être factuel, de me servir de l'analyse technique, même si je m'attendais à une petite consolidation depuis la fin de la semaine dernière, techniquement parlant, je n'ai jamais parlé d'un seul signal de vente sur les indices boursiers, et ce depuis des mois. Et le matin du Brexit, comme le matin de Donald Trump, comme le matin du référendum italien, les 3 fois, je vous ai dit, le pire n'est pas certain, on est sur des supports de moyen terme, peut-être qu'on va finir la journée en hausse. Les 3 fois ça a fonctionné, les 3 fois les marchés se sont dit, allez c'est pas grave, le pire est derrière nous, on peut maintenant monter.
Et c'est ce qu'on a fait ces dernières semaines. On est monté, on a profité de l'effet décembre, de l'effet de Noël, de l'effet Trump, et on est reparti donc à la hausse. Et comme le rappelle Samuel, comme j'aime à le dire très souvent, les marchés baissiers naissent dans le pessimisme et les marchés haussiers meurent dans l'euphorie. Et la phase actuelle de marché dans laquelle nous sommes est, je pense, une phase d'euphorie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques économiques. Ce sont les statistiques historiques, excusez-moi. On va passer sur ma plateforme en version matinale, c'est-à-dire mon émission au quotidien. Je vous rappelle en passant que tous les matins à 10h, je fais un point en direct. Si vous voulez vous y inscrire, vous allez sur le site de CMC Markets, dans la rubrique formation, vous allez sur la matinale. Tous les matins à 10h, la matinale, tous les après-midi à 15h45, le quart d'heure US, et ensuite tout est publié sur notre chaîne YouTube au quotidien. Si vous n'êtes pas là en live, vous pouvez regarder les enregistrements. Donc là vous voyez le 440 et vous comprenez pourquoi je regarde des graphiques 4 heures et journaliers? Parce que là où certains ont vu une chute du CAC, puis une remontée, puis une rechute, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun signal. Les marchés digèrent cette hausse de taux. On est haussier à moyen terme sur le CAC, on est haussier en données journalières, on s'est stabilisé, on est en train de digérer la hausse de taux et les possibles hausses de taux pour 2017. Ensuite, on verra avec Trump et les 4 sorcières si on consolide ou si on repart à la hausse. Tant que le CAC est au-dessus des 4740, il est foncièrement fortement haussier. Si et seulement s'il casse les 4740, alors on pourra commencer à douter de la hausse et à parler d'un scénario correctif. En attendant, étant donné la puissance de la tendance, les probabilités sont haussières et les risques d'aller chercher les 4850, voire les 4900 d'ici la fin de l'année, dans un petit rallye de fin d'année, ne seraient absolument pas inconcevables. Alors, je vous parlais de statistiques historiques. Premièrement, tout simplement, le RSI journalier du Dow Jones a atteint les 90% avant-hier. Il ne l'avait pas fait depuis... Alors, certains disent 20 ans, d'autres historiquement, donc on va dire 20 ans. Mais dans tous les cas, vous comprenez que c'est arrivé peut-être une ou deux fois ces 100 dernières années. Une autre statistique intéressante, c'est que de toute l'histoire du Dow Jones, la séquence la plus haussière du Dow Jones, il a réussi à gagner 1000 points en l'espace de 24 jours. Et bien ces dernières semaines-là, il a gagné 2500 points en l'espace de 2 semaines. Donc vous voyez ici, on a un mouvement haussier construit, phase haussière, phase baissière, phase haussière, phase baissière. Et là, on est dans une phase haussière. Certains analystes qui utilisent notamment Elliott parlent d'une vague 5, c'est-à-dire qu'on aurait fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et on serait donc dans la dernière phase de hausse d'un cycle haussier qui dure entre 8 et 10 ans. Donc cette année, on était stable dans un range, certains anticipaient qu'on allait chuter, et en fait, les marchés ont réussi à tenir au Brexit, tenir Trump, les chiffres sont remontés, donc on est en train de repartir à la hausse. Mais cette hausse stratosphérique qu'on est en train de faire, qui est extrêmement puissante et rapide, elle est due pour moi à un suroptimisme des opérateurs et elle est aussi due, et ça c'est vraiment quelque chose que l'on doit garder en tête, on doit garder en tête que... zut, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Donc c'est une phase 5, c'est une phase de fin de hausse. Et après ça, on peut connaître tout simplement une correction de marché majeure. Mais ce n'est pas une stratégie que j'anticipe. J'attendrai des signaux. Est-ce que la hausse va s'arrêter à 20 000 points, à 21 000 points, ou à 22 000 points, ou à 24 000 points? Je n'en sais absolument rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les cycles haussiers des marchés durent entre 8 et 10 ans. Ça fait 8 ans qu'on est dans la hausse. Si tant est qu'on devait respecter les moyennes historiques, on aurait encore 1 voire 2 ans de hausse devant nous. Je ne sais pas combien de temps cette hausse va durer, je ne sais pas combien de temps et je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Tout ce que je sais, c'est que techniquement parlant, historiquement parlant, fondamentalement parlant, une fois qu'on sera arrivé au bout de cette hausse et au bout de ce cycle économique, on devrait connaître un épisode de correction baissière majeure
et de possibles récessions aux États-Unis, comme cela arrive tous les 8 à 10 ans. Vous voyez que le Dow Jones échoue sous ses plus hauts d'hier, il échoue juste sous les 20 000 points. Ça, forcément, quand tout le monde parle de quelque chose, généralement, ça n'arrive pas. Vous pouvez voir que le S&P 500 aussi est en train de consolider. Donc là, prudence, les vendeurs tenteraient peut-être de prendre la main à court terme sur les indices boursiers. Pour l'instant, c'est une respiration légitime. Mais attention, si on enfonce les supports journaliers, ça pourrait changer la donne. Pascal nous dit, le fait que la bande Bollinger supérieure serve de support est exceptionnel aussi. Oui Pascal, le nombre de fois où les cours du Dow Jones en données mensuelles ont réussi à sortir des bandes de Bollinger se compte sur les doigts de la main. Donc c'est un mouvement euphorique. Ceux qui disent l'inverse ont faux. C'est tout, c'est prouvé par les chiffres. On n'a jamais, de toute l'histoire du Dow Jones, gagné 1000 points sur le Dow Jones en si peu de temps. On n'a jamais sur le Dow Jones vu en 20 ans un RSI aussi suracheté. On n'a jamais vu une série haussière sur le Russell aussi violente qu'en 1986. Donc il faut retourner 20 ans, 25 ans, voire 30 ans en arrière pour retrouver des chiffres aussi violents. Donc je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord, mais les marchés actuels sont dans l'euphorie. Ah oui, l'information que je voulais vous donner tout à l'heure, c'était par rapport au marché obligataire. Ce qui est très spécial en fait, c'est que cette hausse des marchés actions est potentiellement due à une sortie des marchés obligataires. Vous avez sûrement entendu parler du fait que les taux étaient en train de remonter ces derniers temps, en Europe graduellement, aux États-Unis également. Et en fait, cette hausse de taux engendre des sorties de capitaux extrêmes sur le marché obligataire. On a eu les plus fortes sorties de toute l'histoire des marchés obligataires lorsque Trump a été élu et dans les séances à venir. Et cet argent, il faut bien le mettre quelque part. Donc l'argent du marché obligataire, eh bien certains l'ont mis sur le marché action. Et c'est ça qui, ajouté à l'espoir de reprise des fondamentaux, a permis au marché d'enchaîner les semaines haussières et d'arriver au cours actuel dans la stratosphère, si je puis me permettre. Donc voilà pour ce qui est de la dialectique entre optimisme et euphorie. Richard me dit, désolé Nicolas, que se passe-t-il avec Trump demain? Eh bien en fait Donald Trump il y a quelques jours, voire même 2 semaines je crois, nous a annoncé qu'il avait un discours à faire et des annonces à faire le 15 décembre. Donc demain en théorie on a un discours de Donald Trump et ça pourrait faire bouger les marchés. Voilà. Pour revenir un petit peu sur ces marchés, donc l'or est toujours en tendance baissière. Parce que le dollar est monté ce soir, l'or a testé les 1150 $. Pour l'instant, c'est toujours baissier en tendance baissière. Mais gardons en tête que si on sortait du canal et qu'on cassait les 1165 $, eh bien, les acheteurs pourraient prendre la main. On garde en tête que le dollar est bien monté ce soir, mais que par rapport à un marché qui anticipe 3 hausses de taux pour 2017, eh bien, on ne casse pas la résistance pour le moment. Et tant qu'on ne cassera pas cette résistance, on ne cassera pas les supports sur l'euro. L'euro a quand même montré une certaine résilience ces dernières séances, alors que tout le monde vise la parité. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'euro adore prendre le consensus à contre-pied. Concernant les indices, vous comprendrez que je ne suragis pas. On est monté, on a échoué sous les plus hauts de la semaine. On est redescendu, on a pris appui sur les plus bas du jour. Franchement, sauf si on casse les plus hauts de la semaine ou sauf si on casse les plus bas de la semaine, donc les 4750 ou les 4810 points, là on pourra parler d'un signal franc, soit de continuation de tendance, soit de correction. Ça, là, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle du bruit. C'est de la volatilité générée par une statistique due à un manque d'opérateurs sur les marchés, et ce n'est ni un signal haussier, ni un signal baissier. Je continue de lire vos questions. Robert nous dit bonsoir Nicolas, je viens de prendre la conférence en cours, que pensez-vous que le pétrole comble son gap? Ça y est, c'est fait.
C'est fait, le WTI a clôturé vendredi à 51,15, il est gapé, il est monté à 54 dollars. Dès lundi sous 54, je vous ai dit, on est sur une résistance majeure. Si on ne l'accélère pas tout de suite, on va avoir une correction et on va très certainement combler le gap. Et bien le gap vient d'être comblé au moment où je vous parle. Et le pétrole, ne lui en demandez pas tant, ne lui en demandez pas trop. Si vous avez suivi mes émissions et mes analyses sur le pétrole, j'ai écrit une analyse ici, après le test positif du support là, et les objectifs théoriques que j'avais donnés étaient les 48,8, les 51,4 et les 54 dollars. Quand on a atteint les 48,8, je vous ai dit faites attention, on va avoir les négociations avec l'OPEP. On a eu une très belle prise d'appui sur les 45 dollars et là on avait la MM200 journalière qui passait. On s'est envolé, on a cassé les 48,8, on a eu les 51,4, on s'est stabilisé sur 51,4. Les producteurs non OPEP ont signé leur accord et on a touché les 54. On vient de faire 42,54, le pétrole vient de combler son gap, c'est pas pour autant qu'il va repartir tout droit à la hausse. Si les indices ont un peu envie de consolider et que le pétrole, lui, vient de prendre 20%, 25% à la hausse, il peut très bien redescendre graduellement et peut-être même revenir chercher les 50 dollars, voire les 48 dollars. Ne lui en demandons pas trop. Si on devait tracer un canal, ça ne fonctionnerait pas, mais vous voyez un peu l'esprit de la chose. On est allé un peu haut, un peu vite. Je pense qu'on doit pouvoir tracer une oblique de soutien ici, et puis là, on doit pouvoir tracer quelque chose de la sorte, une sorte de grande figure d'élargissement. Donc vous voyez, on a fait haut, bas, haut, haut, et bien là, peut-être qu'on va revenir ici, sur le bas de cette figure d'élargissement, dans la zone des 48-49 dollars. Ça ne ferait pas de mal au pétrole, il est monté très haut très vite, et il a l'habitude par la suite de consolider ses mouvements haussiers. Fed remove language that inflation is expected to remain low in the near term. Donc la Fed a pris note du fait que l'inflation remonte et pourrait remonter. La Fed a réalisé des progrès considérables par rapport à ses objectifs. Manu nous dit, bon, pas de casquette avec les 20 000 points sur le Dow Jones. Pas pour le moment Manu, peut-être après une petite phase de latéralisation, de consolidation. Paul nous dit, Yellen expects inflation to rise to 2% over the next couple of years. Donc la Fed s'attend bel et bien à ce que l'inflation remonte et dépasse les 2%. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc pour l'instant, en septembre, la Fed voyait possible 2 hausses de taux en 2017. Elle en voit désormais 3. En septembre, la Fed nous a dit qu'elle monterait les taux en décembre. Elle l'a fait. Le dollar est dans un cycle haussier. Il est haussier fondamentalement et techniquement. Il est soutenu par ses perspectives de hausse de taux. C'est ce qui fait pression sur l'euro, l'or, et ce jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'il n'y aura pas de retournement sur le dollar, il n'y aura pas de retournement ni sur l'euro ni sur l'or. Concernant les indices, vous pouvez voir, on a assisté à un échec sous les plus hauts, donc à une prise en main des vendeurs. Mais tant qu'on est au-dessus des 2252 points sur le S&P et tant qu'on est au-dessus des 4750 sur le CAC, la tendance de fond reste haussière et on est simplement dans une consolidation. Blaze nous dit, les bancaires vont-elles suivre le mouvement à la hausse ? Les bancaires, elles feront ce que font les indices. Si les indices consolident, elles consolideront. Néanmoins, il faut garder en tête que plus les taux montent, eh bien, plus ça pourrait plaire au secteur bancaire. Et c'est la raison pour laquelle il s'est autant repris ces dernières semaines. Écoutez, il est 20h35, je pense qu'on a fait le tour. Concernant le pétrole, je vous ai dit donc qu'on était dans une consolidation. Tant qu'on n'a pas de retournement sur un support clé, ça sert à rien de chercher le point bas. Concernant l'euro et l'or, c'est des tendances baissières et en l'absence d'échec cuisant du dollar et de retournement validé, peut-être mieux vaut-il rester de côté et attendre un signal clair. Concernant les indices, ne suragissons pas. On assiste à des prises de bénéfices sous les plus hauts de la semaine. Les indices n'ont pas consolidé depuis plusieurs séances, plusieurs semaines. Une latéralisation, voire un retour sur des supports n'est absolument pas inconcevable. Mais en tous les cas, on est loin de pouvoir parler pour l'instant de signaux baissiers. Voilà.
Sur ce, écoutez, je vous remercie grandement d'avoir été si nombreux à me rejoindre ce soir pour ce webinaire. J'espère que je vous ai appris des choses, j'espère que je vous ai invité à ne pas suragir au mouvement de marché. J'espère également vous retrouver demain matin, 10h tapante pour la matinale. On devrait assister à une fin de semaine relativement intéressante et volatile. Prenez bien soin de respecter les règles habituelles de money management. Et puis à ceux que je ne reverrai pas dans les séances à venir, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, voire une bonne nouvelle année. Bon, on n'y est pas encore, hein. J'espère que je vous reverrai d'ici là. Allez, bonne soirée à tous et à demain.